Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par l'Effray. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'Effray, nous allons revivre ensemble 3 dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'Effray, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants d'Arnaud Ventura. Bonjour Arnaud. Bonjour Laure. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le podcast KeyTime. Je te propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet. Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est le poste que tu occupes actuellement ? Donc, je suis Arnaud Ventura, je suis aussi un ancien de l'Effray. Et alors je fais beaucoup de choses actuellement. Mon occupation principale, c'est que je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Gojo, qui est une société d'investissement qui investit principalement dans le secteur de la fintech et de la microfinance, beaucoup en Asie. Et puis en parallèle, j'ai investi dans pas mal d'entreprises. Et donc soit je suis en général assez impliqué, soit en étant en conseil, soit en étant conseiller des dirigeants. Et donc j'ai comme ça au moins 6 à 7 fintech et sociétés, à la fois dans la crypto et dans le secteur financier, dans la fintech dans laquelle je suis associé. Très bien. Alors, pour commencer, on va pas se mentir, tu as un nom de famille qui évoque un grand nom de cinéma. Ventura, Arnaud Ventura. Et lorsque l'on sait en plus que tu as passé la majorité de ta vie professionnelle à contribuer à l'inclusion financière numérique pour lutter contre la pauvreté, on pense tout de suite au personnage de Robin des Bois. Arnaud Ventura, le Robin des Bois des temps modernes. Ouais, j'adore. Ça me fait bien parce que, en plus, ça colle avec le reste. Tu as le profil de l'entrepreneur qui souhaite changer le monde en bousculant l'ordre établi. Un aventurier qui a fui les entreprises et leur organisation bien cadrée pour créer sa propre vision du monde. Au travers notamment de Planète Finance, qui est aujourd'hui Positive Planète, dont tu as été le cofondateur et qui comptabilise 2 millions de bénéficiaires depuis 1998, tout de même. Et alors c'est sans parler de la création de Baobab qui a aidé plusieurs milliers d'entrepreneurs africains à accéder au microcrédit. Voilà, j'avais bien dit que tu avais un petit quelque chose de Robin des Bois. Alors, comment t'en es arrivé là ? On va le savoir tout de suite, puisque tu vas nous partager ton code temporel qui va nous permettre de retracer tes 3 dates clés. Alors, si je me rappelle bien, c'est 92, 96, 19. 92, c'est, je crois, juin 92, à la fête de la musique. Je dois avoir 23 ans. 96, c'est sans doute en décembre ou en novembre 96, à Mar del Plata, sur une plage. Je me rappelle, il fait beau, je suis sur la plage. Ah, j'ai hâte d'y aller. Et 19, je suis au Café de la Paix, autour d'une table. On est une quinzaine. C'est parti. Je te propose qu'on lance la machine à voyager dans le temps. Nous sommes le 21 juin 1992. La fête de la musique bat son plein dans les rues de Paris. On entend The Show Must Go On de Queen aux 4 coins de la capitale. Et attends là, c'est toi que je vois au milieu d'un groupe de jeunes étudiants. C'est la fin de tes études à l'Effray que tu es en train de fêter ? Effectivement, tu m'en parles et là, en même temps, je me rappelle précisément, je dois même être boulevard Saint-Germain, tout en haut. Effectivement, je suis avec un groupe d'étudiants, 2 ou 3 jeunes New-Yorkais. Et on est en train de discuter, ils me proposent leur appartement. Je vais le lendemain même, je voyage aux États-Unis, pour la première fois d'ailleurs, parce que je suis quasiment jamais sorti de chez moi, jamais sorti de la France. Et ils me disent, tiens, notre appartement est libre, pourquoi tu vas pas là-bas ? Et donc, je me retrouve quelques jours après aux États-Unis pour un voyage qui a vraiment changé ma vie. Et donc, raconte-nous alors ce voyage. Donc, j'avais décidé quelques mois avant donc, j'ai 19 ans, c'est la fin de ma première année, et j'ai pas du tout envie de redescendre dans le sud de la France. C'est une histoire de jeune fille, j'ai pas envie de la revoir. Donc, quelques mois avant, un copain me dit « Mais pourquoi tu vas pas aux États-Unis ? C'est très simple, les gens sont très sympas là-bas, tu pourras travailler, tu gagneras de l'argent sur place, etc. » Je prends un billet, sans planifier rien d'autre, et jusqu'à ce que je rencontre ces Américains, qui me donnent les clés de leur maison, en quelque sorte. Et je passe comme ça, je découvre New York dans cette maison, enfin en y passant 2 semaines,
chez eux. Puis je passe en fait 4 mois aux États-Unis, vraiment en liberté, avec un sac à dos. J'étais allé en me disant, au mieux, je vais apprendre à parler anglais, parce qu'à 19 ans, à mon époque, on parle pas très bien anglais. Et si tout va bien, non seulement j'apprendrai à parler anglais, mais je vais même découvrir les États-Unis. Il y a beaucoup de tech aux États-Unis, la Silicon Valley, tout ça, ça a démarré. Je rencontrerai peut-être des entreprises là-bas, je pourrais peut-être préparer des stages à l'avenir. Et en fait, je passe 4 mois vraiment extraordinaires qui me révèlent, en fait, qui me permettent de voir que moi, je suis un garçon très timide. Je suis jamais sorti de chez moi. Ma mère s'est toujours très bien occupée de moi. Donc, je découvre qu'en fait, je peux me débrouiller tout seul. J'y vais sans un sou, parce que je veux pas demander d'argent à mes parents qui n'ont pas beaucoup, etc. Donc, j'y vais sans un sou. Je travaille à droite, à gauche. Je vends des limonades. Je balade des touristes. Et j'économise assez pour me payer un super voyage à la fin. On fait plus de 15 000 kilomètres avec un copain que je rencontre là-bas en voiture. Tous les grands canyons, Niagara Falls, toutes les grandes villes. Enfin, on fait un voyage magnifique. Et en même temps, je découvre ce pays, j'apprends à parler anglais et surtout, j'apprends à être moins timide, à aborder les autres, à parler, à être un peu plus social. Ce qui est une capacité qui m'a beaucoup servi dans le reste de ma vie professionnelle d'ailleurs. Donc, je recommande à tous les jeunes qui nous écoutent de prendre un billet pour les États-Unis ou pour n'importe où d'ailleurs, quand ils sont jeunes, et de voyager, parce qu'en fait, la réalité, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, c'est que là, j'ai eu 4 mois de totale liberté. Et après, on est très vite beaucoup moins libre dans le reste de sa vie. Entre le travail, les enfants, la famille, etc., on a peu d'opportunités d'être tranquille, libre, de faire ce qu'on veut. Moi, j'avais rien planifié. Et un jour, j'allais à Boston. Le lendemain, je prenais un bus de 4 jours pour aller à Vancouver. Puis je prenais un autre bus pendant 2 jours pour aller à San Francisco. Puis on louait une voiture. Pendant 2, 3, 4 mois, on a été complètement libre. Je travaillais à droite à gauche pour gagner ma vie. Et j'ai appris beaucoup de compétences sociales qu'on n'apprend pas vraiment à l'école et que j'avais pas développé par moi-même plus jeune. Donc ça m'a été vraiment formidablement utile ce voyage. Ça m'a révélé une partie de moi. Et beaucoup de ma vie professionnelle, personnelle, a été fait comme ça, sur des décisions où il fallait pas trop se poser de questions, pas trop se faire de soucis. Parce que souvent, on s'inquiète. D'ailleurs, évidemment, ma mère, mes parents, enfin surtout ma mère. Quoi, tu vas aller aux États-Unis tout seul, mais comment tu vas faire? On s'inquiète. Il faut pas se faire de soucis, il faut profiter des opportunités et puis avancer. Alors, j'ai encore plein d'autres questions, mais j'ai aussi très envie de passer à la date suivante. Je te propose qu'on lance la machine à remonter le temps. Nous sommes en novembre 1996. C'est qu'il fait chaud par ici, dis donc. J'entends les gens parler en espagnol et la mer est juste en face de nous. Ça ressemble à l'Argentine. Ah, et je crois que c'est toi là que je vois là-bas, cette fois-ci sur le sable en train de parler à un ami. C'est qui? Effectivement, c'est moi que tu vois et je dois être avec Jérôme Turin. Jérôme est venu me voir quelques semaines à Buenos Aires et on est descendu ensemble à Mar del Plata. Quelques jours de vacances, un week-end sans doute d'ailleurs, ça doit être un long week-end. Et en fait, j'imagine que peu de ceux qui nous écoutent se rappellent de ça, mais à cette époque, il y avait quelque chose qui s'appelait le service militaire, qui pouvait se décliner en service civil. Et donc, j'étais depuis quelques mois à Buenos Aires pour BNP Paribas, où je faisais 2 ans à l'époque, c'était 18 mois ou 2 ans de service civil. Et donc, Jérôme était venu me voir, et on est sur cette plage, on discute, je sais pas comment on en est arrivé là, mais on discute comme on doit le faire à cet âge. J'ai 22, 23 ans. On discute du futur, et on se dit qu'est-ce qu'on aimerait bien faire tous les deux. Donc on est dans cette période entre 2 choses. Je viens de finir mes études, je fais service militaire, je n'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais faire ensuite. Évidemment, BNP Paribas m'a pris pour faire le service civil avec l'idée de me garder pour le reste de leur vie. Mais moi, je n'ai pas encore d'idée précisée. Alors là, comme ça, de manière très inspirée, je ne sais pas pourquoi, je dis en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller prendre l'argent des riches et le redistribuer à des gens pauvres. Voilà, ça, ce serait pas mal. D'où le Robin. Oui, c'est peut-être ça, exactement. Mais en fait, c'est vrai que ça m'est venu comme ça spontanément, je sais pas pourquoi. Et puis, ça s'est transformé très vite en une idée, en un projet, quoi. Je me suis dit, je vais faire ça pendant au moins quelques mois. Parce qu'en fait, mon projet précis à cette époque, je venais de terminer les frais, je voulais aller faire Stanford. Je voulais aller faire un MBA à Stanford. J'aimais bien les États-Unis, j'avais passé du temps, comme tu le sais. Et la Californie, c'est sympa, il fait beau, et moi je viens du Sud, donc je m'étais dit, c'est ça, il faut que j'aille faire un MBA à Stanford. Donc ça, c'est mon projet. Et puis j'ai cette idée là de sauver le monde. Je me suis dit, je vais faire ça en 2 ans. Ça sera très bien pour mon CV, et ça me permettra d'entrer à Stanford. Et puis sauver le monde, ça prend pas tant de temps que ça.
Donc cette idée, elle naît sur cette plage. Elle se continue pendant quelques mois en Argentine, où je commence à travailler sur un business plan, de monter une organisation pour utiliser justement l'argent des riches pour aider les pauvres, en aidant des ONG, développant de la microfinance, etc. Et j'y passe plusieurs mois. Et alors c'est assez enthousiasmant parce que donc je suis assez jeune, j'ai cette idée, et en fait très vite j'ai plein de gens qui m'aident. Monte un petit groupe, on doit être une dizaine ou une quinzaine à collaborer, d'autres étudiants, des Argentins, des gens dans le monde entier d'ailleurs, parce que Internet commence à exister, des gens dans la banque. Et j'en parle, oui, bien sûr. Et l'idée, on est un groupe de jeunes, donc les jeunes, ils s'enthousiasment très vite pour n'importe quoi, donc ça marche très bien. On se retrouve plein, l'idée, avance, et elle se termine. À force d'en parler autour de moi, un jour, je reçois un email me disant moi aussi, je m'intéresse à Internet et à la microfinance. Appelez-moi pour m'en parler, Jacques Attali. Me dit, mais tiens, c'est pas mal ça. Il connaît beaucoup de monde. Tu ne lui avais jamais parlé? Non, j'ai jamais parlé. J'avais parlé de l'idée et il me contacte par Internet. Je reçois un email, je l'appelle. Je dis, écoutez, là, je suis à Buenos Aires. Oui, j'appelle, il me dit, bon, venez me voir. Je dis, là, je suis à Buenos Aires. Bon, alors envoyez-moi plus de choses sur le projet, ça m'intéresse beaucoup, et venez me voir dès que vous arrivez à Paris. Qui c'était à l'époque? Bien sûr, à l'époque, il était assez connu, il écrivait beaucoup. Enfin, il écrit toujours, mais il écrivait déjà beaucoup. Il avait fait beaucoup de livres très connus. Il était connu comme conseiller de Mitterrand et comme un peu vraiment l'ombre de Mitterrand. Donc, on savait que c'était quelqu'un de très connecté, qui connaissait beaucoup de monde. Je me dis, c'est formidable, si j'ai un mec comme ça qui peut m'aider, ça va être extraordinaire. Ouais. Et donc ce projet, je le nourris pendant un an, je le développe pendant un an, et je finis par voir Jacques à peu près en décembre de l'année suivante, 97. Et c'est comme ça qu'on démarre Planète Finance, puisque très vite, je lui présente mon truc, et je me dis, bon, je vais juste me dire, c'est sympa votre truc d'étudiant, mais bon, c'est autre chose. Et en fait, il me dit, non, mais j'ai beaucoup pensé aussi, lisez ça. Il me tend un article qu'il venait d'écrire pour une grande conférence où il parle des mêmes idées. On se revoit quelques semaines après, avant que je retourne en Argentine. Et puis très vite, on se dit, OK, on va faire ça ensemble. Et il m'aide. Et ensuite, effectivement, on a créé Planète Finance ensemble. Moi, je me dis, je vais faire ça pour quelques semaines. Mais en fait, ça marche très bien, puisque je commence, au bout d'un an, j'ai peut-être déjà, trentaine de salariés. Au bout de 3 ans, on est 200 personnes. On a des bureaux dans 30 pays. Donc l'idée d'aller à Stanford, tous mes copains à Stanford, ils me disent, mais t'es fou, nous on veut tous faire ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas venir faire à Stanford? donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré là-dedans, que cette inspiration sur une plage à Buenos Aires, qui était vraiment quelque chose de pas du tout une vocation à l'époque, mais que finalement elle est devenue, puisque plus par la passion entrepreneuriale, de créer quelque chose, de le faire marcher, de le faire grossir, et ça a lancé cette aventure, et ça a lancé finalement les 20 dernières années de ma vie dans ce secteur. Et tu penses que c'est quoi? Parce que cette histoire est incroyable quand même. Tu penses c'est quoi qui a amené Jacques Attali à t'envoyer un message? C'est le fait d'avoir cru toi-même à ton projet, d'en avoir parlé autour de toi, de ne pas avoir réfléchi comme ce qu'on disait dans la date, quand on est revenu sur la date juste avant. C'est le fait d'y aller et d'en discuter. Oui, mais je pense que connaissant Jacques un petit peu, du coup, on a travaillé vraiment 20 années ensemble tout le temps. Je pense que lui, il avait une idée, similaire, où il avait des idées approchant. Il avait créé, après avoir conseillé Mitterrand, il avait créé la Banque européenne de reconstruction et développement, qui était déjà une banque de développement. La microfinance, ça reste dans le développement, c'est un peu la continuité. Ça a émergé comme un système efficace et utile à la fin des années 90. Peu de gens le connaissaient, mais les gens qui s'intéressaient au développement avaient vu ça émerger. Donc je pense qu'il avait déjà repéré ça, et il se disait peut-être, tiens, là il était entre deux jobs, entre guillemets, puisqu'il avait la Bird, c'était terminé. Et donc j'imagine qu'il avait commencé à réfléchir à des choses intéressantes à faire par la suite, et pof, mon projet lui tombe sur un email. Donc il se dit, tiens, je vais le contacter, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, et donc c'est comme ça que ça a démarré. Oui, je pense que tu l'as provoqué, la chance aussi, tu vois. J'ai un peu cet état d'esprit-là que je sais pas. La chance. Le bon mot, c'est la chance, tu vois, parce qu'effectivement, je l'aurais pas, on n'aurait pas connecté. Est-ce que lui aurait créé quelque chose? Est-ce que j'aurais créé quelque chose? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. On a eu cette chance d'être en contact. Ouais. C'est aussi toute la dynamique que tu as apportée en amont. De toute façon, c'est toujours ça. Quand tu as une idée et que tu en parles et que tu la développes, il y a une dynamique qui se crée, et cette dynamique, elle conduit à quelque chose. Dans ce cas-là, ça a conduit à ce que Jacques et moi soyons en contact et qu'on démarre ça. Et donc, avant de passer à notre prochaine date, j'avais aussi une question. Moi, je suis très intriguée par le fait que, d'où ça t'est venu vraiment, le fait de te dire que tu veux travailler dans l'inclusion financière. Non, ça ne me vient pas vraiment. J'ai une aspiration sur une plage en me disant, je vais sauver le monde. Et puis, ça
se transforme dans comment on peut faire quelque chose d'utile. Alors, ce qui me vient vraiment, pour reprendre tes termes, c'est qu'à l'époque, moi, j'avais entre la fête de la musique et la plage en Argentine, j'ai fait plusieurs choses, et notamment, avec quelques copains à l'Effray, on crée un fournisseur d'accès Internet en France, qui est le premier fournisseur d'accès Internet, qui s'appelle Club Internet. Et on part avec cette idée de projet. Quand je reviens des États-Unis, je dis il faudrait créer un fournisseur d'accès Internet. Internet, ça devait être génial. Donc on travaille sur un business plan, on se retrouve devant Arnaud Lagardère, il crée, parce que moi je n'ai pas continué, Club Internet. Et puis ensuite, je suis allé en Thaïlande pour là aussi créer un fournisseur d'accès Internet en Thaïlande. Le premier fournisseur d'accès Internet en Thaïlande, Internet Thaïlande. Je me retrouve avec une équipe de 3 Thaïs et moi, et on crée ce truc-là. Et donc je connais un peu Internet. Et l'idée, en fait, c'est je me dis tiens, il y a de l'argent auprès de certains milliardaires et il y a des gens qui ont besoin. Je vais utiliser Internet pour que... Je vais prendre cet argent, mais je vais utiliser Internet pour apporter aux gens qui n'ont rien des moyens. Ça va être de la connaissance, ça va être de l'accès à des ressources financières, etc. Donc ça, c'est l'idée initiale, c'est d'utiliser la technologie pour aider d'autres. Et très vite, quand je regarde, alors concrètement, parce que moi, je connais rien en développement, j'ai pas fait d'études dans le domaine. Qu'est-ce qui marche dans le développement ? Dans le développement, il y a plein de sujets. Il y a des ONG qui apportent de l'éducation, il y a des ONG qui apportent de la santé, et il y a ce truc qui s'appelle la microfinance. Donc au début, je me dis, je vais utiliser Internet pour développer les différents secteurs liés au développement, et dont la microfinance. Et très vite, notamment avec ma rencontre avec Jacques, la microfinance devient plus prépondérante. On crée Planète Finance avec ça comme focus, même si Planète a fait beaucoup d'autres choses et fait beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Donc voilà comment ça démarre. Donc l'inclusion financière, c'est pas vraiment l'inspiration initiale. L'inspiration initiale, c'est d'utiliser l'argent des riches pour les pauvres, et puis ensuite de voir comment on peut faire ça, quels sont les moyens. Il y a les développements, il y a plusieurs secteurs, et je tombe un peu par hasard sur la microfinance. Et très vite, après Jacques, la deuxième personne à qui j'ai écrit, c'était un monsieur qui s'appelait Mohamed Younous, qui avait écrit un livre un peu connu à l'époque, mais ce monsieur est devenu très connu puisqu'il a eu le prix Nobel de la paix en 2005. Et lui était un peu le pape du microcrédit. Il a créé une très grande banque au Bangladesh qui s'appelle la Grameen Bank. Donc, ayant lu ces livres que beaucoup de gens avaient lus, les gens qui s'intéressaient au sujet, je voyais, tiens, c'est un truc qui marche. Lui, on lui écrit très vite. Je rencontre Jacques en décembre. En janvier, on se dit on va faire quelque chose ensemble. Et courant janvier, je lui envoie le projet à Mohamed Younous. Et tout de suite, il nous répond en disant ça m'intéresse beaucoup, je serai à Paris dans 2 mois, voyons-nous. Donc, j'ai Jacques et qui est quand même... Il est moins connu qu'aujourd'hui. Il a eu le prix Nobel en 2005, mais il était déjà très connu dans le domaine. Donc là, j'ai un truc qui commence à se concrétiser avec 2 personnes sérieuses qui un peu backent mon projet. Donc voilà comment ça se passe. Et puis ça a explosé. Et puis après, ça marche tout seul, ouais. Beaucoup de chance. Eh bien, passons maintenant à notre dernier voyage dans le temps, notre dernière date. C'est parti. Nous sommes le 15 décembre 2019. Nous sommes au Café de la Paix, tu es en train de manger entouré d'une quinzaine de personnes. C'est un dîner entre collègues ? C'est un dîner d'adieu. Ah. C'est un dîner d'adieu. En fait, ça fait quasiment 20 ans que je démarrais dans la microfinance, que j'ai créé Planète Finance en 98 avec Jacques. Et puis après 10 ans, je crée Baobab, qui est un peu dans la continuité de Planète Finance. La différence entre Baobab et Planète, c'est que, alors Planète, 10 ans plus tard, on avait une organisation avec à peu près 250 personnes, des bureaux dans 30 pays, où on appuyait les institutions de microfinance, on les conseillait. Là, Baobab, je décide de lever de l'argent pour, en 2007-2008, je lève à peu près 4-5 millions d'euros d'investissement, donc avec des fonds essentiellement, avec la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et la Société Générale. Et avec ça, on va créer des banques de microfinance. Et fin 2019, j'ai créé une dizaine de banques de microfinance. J'ai 5000 collaborateurs, essentiellement en Afrique et en Chine. Et on prête, en 2019, on a prêté cette année-là 1 milliard d'euros à 1 million de clients. Et c'est un dîner d'adieu parce que 2 ans plus tôt, j'ai eu la mauvaise idée de faire entrer un fonds d'investissement. Ça marchait très bien, la société marchait bien. Certains investisseurs me disaient, tiens, nous, ça fait 5-6 ans qu'on est là, ce serait bien qu'on sorte. Donc si tu trouves d'autres investisseurs intéressés, donc il y avait beaucoup de gens intéressés, je fais rentrer un fonds d'investissement londonien. Et ça se passe très mal avec eux, en gros. On n'arrive pas à s'entendre. On s'entend pas. Parce qu'ils veulent prendre le contrôle de cette société que j'ai créée. Et moi, je suis chez moi, j'ai l'habitude de faire ce que je veux. Et donc, un fonds d'investissement qui commence à me donner des leçons, alors qu'ils n'y connaissent rien, ça me fatigue. Et donc, on finit par se mettre d'accord. Et je m'en vais, fin 2019. Alors, c'est un moment triste à l'époque. Bon, maintenant, ça fait un moment, et donc j'ai oublié. Et puis, en fait,
je m'en fous un peu. Mais j'ai 5000 collaborateurs et c'est essentiellement des jeunes que j'ai recrutés, ils sortaient de l'école. Et donc, ils ont tous fait leur vie et leur carrière dans cette entreprise qu'on a créée ensemble, qui marche très bien. Et j'ai l'impression que je vais les abandonner, quoi. De les laisser avec ces brutes d'anglais qui connaissent rien. Et donc, c'est triste à la fois parce que j'abandonne une aventure que j'ai créée et qui marche très bien. La société, en 2019, j'ai dit 1 milliard d'euros. Ça fait un peu plus de 200 millions d'euros de revenus, 40 millions d'euros de profit. Donc, c'est une société qui marche très bien financièrement, qui marche très bien sur le plan de son résultat social, elle est utile aux clients, mais j'ai juste un fonds débile qui veut prendre le contrôle, ce qui est une histoire quand même assez classique et commune, dont on devrait se méfier plus, et dont à l'époque, moi, j'étais un peu naïf et je me suis pas méfié de ça, j'ai pas fait attention à ça. Et le résultat, c'est que j'ai l'impression d'abandonner un bateau que j'ai créé, et surtout des jeunes dans tous ces pays. Là, on est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a créé les principales banques. Au Sénégal, on a, 500 salariés. En Côte d'Ivoire, j'en ai 600. À Madagascar, j'en ai 700. Et c'est tous des jeunes qui sont venus me voir dans les derniers mois en me disant « Ah, tu vas partir, mais c'est pas possible », quasiment en pleurant. Ah ouais. Et moi-même, ça me serre le cœur, tu vois. Donc c'est un moment assez triste qui conclut une aventure. Évidemment, quand on conclut une aventure, on en démarre une autre. C'était finalement pas si mal, parce qu'en réalité, ça faisait quand même un moment que j'étais dans ce bateau-là. Oui, et à un moment, il faut 20 ans, mais 10 ans avec Baobab, à un moment, c'est bien de passer à autre chose. Finalement, maintenant, je suis assez content de la diversité de ce que je fais aujourd'hui, parce que quand on est entrepreneur, on est quand même très, très monomaniaque. Donc, ça fait 10 ans que j'avais un seul sujet de préoccupation, jour et nuit, c'était cette entreprise. Donc voilà, donc ça, c'est un peu entre finalement la fête de la musique et ce dîner, il y a effectivement un début et une fin, en quelque sorte. Même si je reste dans ce secteur-là, mais c'est quand même toute une partie de ma vie qui s'est conclue là. Est-ce que tu penses que tu aurais pu mieux te préparer à ça ? Parce que finalement, c'est quoi ? C'est que vous ne partagiez pas les mêmes valeurs ? Oui, essentiellement, c'est ça. Essentiellement, oui, j'aurais dû être plus méfiant. En fait, certains de mes collègues, et je me rappelle notamment d'une jeune femme brillante qui s'appelait Isabelle Levard, qui est un peu ma numéro 2, qui, elle, avait perçu, certains de mes collègues, des gens proches de moi, me disaient non mais attends, ces gens-là, franchement, est-ce qu'ils ont nos valeurs, est-ce qu'ils ont notre vision, etc. Moi, j'étais pas méfiant. En fait, ce qui se passe, et d'ailleurs j'ai dit ça, je vous l'ai dit dans d'autres conversations, ce qui se passe, c'est que un investisseur, c'est comme une relation de mariage, quoi. Avant, il y a la période de séduction. Donc moi, j'ai été très très sensible à leur séduction. Et puis ensuite, il y a la réalité du mariage. Donc ça peut bien se passer et ça peut être complètement raté. Et donc là, il s'est passé exactement ça. Le lendemain du mariage, ils ont complètement changé. Et c'était fini la séduction. T'as été aveuglé par l'amour. Ouais, j'étais complètement aveuglé. Et des gens autour de moi l'étaient moins, j'aurais dû les écouter. Donc là, ce que ça veut dire, c'est aussi ce qui se passe. C'est quand ça se passe bien, quand une société se développe bien, on a l'impression un peu de tout contrôler, d'être un peu le roi en quelque sorte, et donc de tout maîtriser. Mais en fait, non, il faut faire attention, on maîtrise rarement tout. Et alors, donc du coup, ce 15 décembre 2019, c'est finalement un dîner d'adieu pour toi. Pourquoi c'est pas eux qui partent ? Ouais, j'ai beaucoup essayé de les faire partir, mais c'était compliqué, il fallait les racheter. En fait, ils voulaient pas partir. La réalité, c'est que j'ai trouvé pas mal d'investisseurs pour les racheter, mais eux voulaient pas partir, ils étaient très contents. La société marchait très bien, donc pourquoi ils seraient partis ? Ils se sont dit, on va reprendre le contrôle, ça va marcher beaucoup mieux avec nous. Ou on va en faire ce qu'on veut. En fait, ils avaient un projet, je pense, qui était de couper en deux. J'avais la Chine et l'Afrique, ils voulaient couper en deux, revendre d'abord la Chine rapidement, revendre l'Afrique, gagner beaucoup d'argent et repartir. Bon. Donc ils avaient malheureusement pour eux, ils n'ont pas du tout pu réaliser leur projet. C'était beaucoup plus compliqué qu'ils avaient imaginé. Finalement, la roue tourne. Voilà, la roue tourne. Exactement. Alors maintenant, je te propose, on a fini notre voyage dans le temps, je te propose qu'on passe à la question de l'étudiant. Ça te va ? Ça va bien, ouais. C'est parti. Alors nous avons Benjamin avec nous. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de quelle promo tu es et puis poser ta question à Arnaud ? Bonjour, du coup c'est Benjamin Recker et je suis de promo 2023. C'est donc ma dernière année à l'école et je voulais poser cette question. Donc vous avez fait une école d'ingénieur, comment vous êtes retrouvé après à faire de la microfinance ? C'est une bonne question. La question, c'est peut-être plutôt pourquoi j'ai fait une école d'ingénieur. Oui. Non, j'ai fait une école d'ingénieur parce que je trouvais que c'était
Je trouvais qu'il y avait que ça de sérieux. Les écoles de commerce, je trouvais que c'était bidon. Le reste, j'arrivais pas à comprendre quand j'étais jeune à quoi ça servait. Alors qu'ingénieur, au moins, t'apprenais des choses sérieuses. Et donc, je trouvais que c'était bien d'apprendre des choses sérieuses. On va à l'école pour apprendre des choses sérieuses. Pour faire des trucs bidons, on perd son temps. Donc c'est l'impression que j'avais étudiant. Mais ça n'empêche que j'ai toujours été intéressé par plein d'autres choses. En réalité, en parallèle à l'EFRE, j'allais à la Sorbonne tous les soirs pour faire un master en philo. Et j'ai toujours été intéressé par des tas d'autres sujets. Je suis passionné d'histoire, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Donc je pense que et je l'ai vu assez vite d'ailleurs à l'EFRE, où il y avait à l'époque beaucoup de gens très 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 techniques, on va dire, et spécialisés et passionnés par les puces et le coding et des tas de trucs comme ça. Moi, ça m'intéressait parce que j'apprenais des trucs et j'ai l'impression que c'était sérieux et que ça me servirait pour avoir un métier peut-être. Mais la réalité, c'est que mon état d'esprit était ouvert à plein d'autres choses. Donc après, j'ai eu cette chance, comme je l'ai dit, c'est quand même une chance de pouvoir mettre en œuvre un projet qui m'intéressait, qui me passionnait. Quand on est passionné par un truc, on apprend beaucoup de choses. En fait, je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans où je travaillais sur ce projet, au démarrage, je suis devenu un expert du développement international. Je lisais tous les bouquins de la Banque mondiale, tout. Et donc, j'ai appris seul. Et puis, j'ai continué toute ma vie à apprendre seul. La comptabilité, on l'a pas appris à l'école, je l'ai appris seul. Diriger des entreprises, investir dans des entreprises, j'ai appris seul. Bon, après, la réalité, c'est que moi, j'ai retenu de mes études à l'EFRE et auparavant qu'on m'a surtout formé à apprendre des choses. Et donc, maintenant, j'apprends des tas de choses qui n'ont rien à voir et ça m'a permis de faire une vie dans autre chose. Benjamin, est-ce que ça répond à ta question ? Ça répond totalement à ma question. Eh bien, super, merci à toi. Merci Arnaud. Merci Laure. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble. J'ai beaucoup apprécié ce voyage dans le temps avec toi sur ces 3 dates clés de ton parcours. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.